Bon matin tout le monde. Merci d'être là. C'est super d'avoir une salle comme ça le matin à 7h30. Je demande toujours en commençant qui est économiste dans la salle. Ah, il y a quand même beaucoup d'économistes. C'est très bien ça. Ça brise un peu mon punch parce que d'habitude, il n'y en a pas, puis je réponds que je peux dire n'importe quoi, puis je ne serai pas contesté. Mais là, je vais faire attention à ce que je dis. En fait, l'objectif de ce matin, c'est un peu de parler évidemment de comment l'agroalimentaire s'inscrit dans l'économie sociale ou l'entrepreneuriat collectif, mais aussi de démystifier certains mythes qui ont encore la couenne dure face à l'économie sociale, parce que si on demandait dans un sondage aux gens c'est quoi l'économie sociale, très peu de personnes, je pense, pourraient le définir et associeraient ça à des secteurs qui sont vraiment plus larges que... Les trois piliers d'une société sont un peu méconnus parce que souvent, on a le réflexe de considérer que le gouvernement ou le privé. Vous savez, quand on a un projet à faire décoller ou un problème à régler, souvent, on se demande est-ce que c'est le gouvernement qui devrait s'occuper de ça ou si c'est le privé qui devrait avoir l'initiative. Et on oublie souvent un troisième secteur, en fait, le troisième pilier d'une économie équilibrée ou d'une société équilibrée. Et ça, c'est pas juste pour le Québec, c'est partout dans le monde. Il y a le pilier gouvernemental et le pilier privé, bien sûr, mais il y a le pilier collectif aussi, qui contient l'économie sociale en lui-même, mais aussi les associations de bénévoles, les syndicats, toutes les associations de travailleurs ou de citoyens. Et ce pilier-là, il est fondamental à l'équilibre d'une société. Et au Québec, d'ailleurs, on est des leaders en économie sociale, ou ce que j'aime mieux appeler entrepreneuriat collectif, puis on va voir pourquoi tantôt. On est des leaders mondiaux. Il y a des délégations internationales qui viennent ici chaque année pour voir comment on a bâti notre modèle autour de grandes coopératives et de plusieurs OBNL aussi, dans tous les secteurs d'activité. Et l'image que j'ai mise là, ça vient de Henry Mintzberg, en fait, de l'Université McGill. Il utilise l'image d'un tabouret pour dire que s'il n'y avait que deux pattes, ça pencherait toujours trop à gauche ou trop à droite. Alors, quand on met une troisième patte, un troisième pilier, qui est le pilier collectif, on atteint un équilibre qui est recherché par toutes les sociétés, en fait. Donc, juste avant de commencer, il y a une loi au Québec qui définit l'économie sociale. On est plutôt chanceux. En fait, il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui ont légiféré là-dessus. Mais au Québec, il y a une loi qui définit précisément c'est quoi l'économie sociale. Tout d'abord, il faut que ce soit une entreprise à forme juridique collective. Donc, ça inclut toutes les coopératives, des géants aux plus petites. Ça inclut aussi les organismes à but non lucratif, ou qu'on appelle parfois aussi OSBL, organismes sans but lucratif. Personnellement, moi, je trouve que les mots sont importants. Et quand on dit un organisme sans but, je trouve que c'est une appellation qui n'est pas très vendable. Même à but non lucratif, ça sonne un peu vœu de pauvreté, et c'est pas ça du tout. On va le voir tantôt. Il y a beaucoup de préjugés à démolir là-dessus. Et il faut aussi qu'il y ait, et ça c'est important, la présence d'un volet marchand. C'est-à-dire qu'un OBNL qui est, par exemple, trois amis qui se regroupent pour jouer à Donjons et Dragons le vendredi soir, c'est pas de l'économie sociale. C'est un OBNL, ça fait partie du pilier collectif, mais il faut qu'il y ait un volet marchand, il faut qu'il y ait échange de biens et services pour que ce soit une entreprise, en fait, commerciale, mais à forme juridique collective. Donc, toutes les coops, OBNL et mutuelles, il y en a un peu moins, mais Promutuelle, SSQ, la Capitale, donc beaucoup dans le monde des assurances. Les mutuelles aussi sont partie prenante à l'économie sociale ou à l'entrepreneuriat collectif. Il faut que ça réponde aussi aux besoins d'une collectivité. Et souvent, les projets d'entreprise collective vont démarrer d'un village, d'un quartier d'une ville, d'une rue ou d'une association de travailleurs, par exemple, qui veulent subvenir à un besoin ou produire un bien qui n'existe pas encore dans leur panier de services. Et donc, le fait que ces projets-là soient collectifs et soient issus des collectivités, on va le voir plus tard, ça mène à des bienfaits économiques, des bénéfices assez notables. Il y a aussi une grande différence sur la gouvernance. Donc, sur le plan de l'autonomie, c'est des organismes qui doivent être contrôlés ni par le gouvernement, ni par une entreprise privée ou des intérêts privés. C'est donc des entreprises autonomes. Par exemple, le chantier de l'économie sociale est un OBNL autonome avec son propre conseil d'administration et reçoit évidemment des revenus de contrats autonomes ou de l'aide gouvernementale par le ministère de l'Économie, mais est un organisme complètement autonome et indépendant. Et ça, c'est une condition pour être de l'économie sociale aussi. Si le conseil d'administration est nommé par le gouvernement ou par une entreprise privée, ça va dans le pilier gouvernemental ou privé, mais pas dans le pilier collectif. La rentabilité économique aussi, un des préjugés qu'il faut défaire. L'économie sociale, si ce n'est pas rentable, ça ferme ses portes, comme n'importe quelle entreprise. Donc, qu'on soit un OBNL, une coop ou une mutuelle, si on a plus de coûts que de revenus chaque année, bien, on ferme ses portes parce qu'on n'est pas rentable. C'est la même chose, c'est la même réalité. Et les entrepreneurs qui se lancent en économie sociale sous forme juridique collective ont les mêmes talents d'entrepreneurs que n'importe quel privé. C'est-à-dire qu'il faut bien gérer ses ressources humaines, matérielles, financières, sinon ça ne marchera pas. C'est le même principe d'entrepreneuriat et de saine gestion que dans n'importe quelle entreprise, sauf que la forme juridique est collective. Et on va voir tantôt qu'est-ce que ça change. En fait, ça change beaucoup de choses, entre autres sur la répartition des richesses qui est créée par ce projet-là. Donc, le projet peut créer exactement la même richesse que si c'était une Inc.
sous actionnariat typique, sauf que quand il y a des profits, et il y en a beaucoup, on va le voir, les profits doivent être réinvestis dans la mission de l'entreprise ou dans de meilleurs services ou dans de nouveaux services. Et ça change tout aussi. Quelques chiffres, juste pour démystifier ou même déboulonner certains mythes en commençant. Il y a plus de 7000 entreprises d'économie sociale au Québec, donc entreprises collectives. Et la raison pour laquelle j'aime mieux dire entrepreneuriat collectif, c'est que quand on dit économie sociale, les gens ne s'attardent qu'au mot social et attribuent ça ou pensent que c'est de la lutte à la pauvreté, l'aide aux toxicomanes, des services aux personnes âgées. Tout ça, ça en fait partie. Il y a un pilier de l'économie sociale qui s'attarde à ces services-là, qui sont fondamentaux pour une société, mais c'est beaucoup plus large que ça. L'économie sociale, ce n'est pas un secteur d'activité, c'est un mode de développement qui s'applique à tous les secteurs d'activité. Tout comme n'importe quelle entreprise Inc. pour être active dans n'importe quel domaine, une coop ou une OBNL peut faire exactement la même chose. Donc, on parle au Québec d'au-delà de 7000 entreprises qui emploient plus de 200 000 personnes, donc c'est un géant économique au Québec. Et surtout, le chiffre que j'aime bien mentionner, c'est le 40 milliards de chiffre d'affaires. Quand on prend le secteur des mines, de l'aéronautique et de la construction, mis ensemble, c'est encore plus petit que l'économie sociale au Québec. Juste pour donner un exemple relatif de la taille de ce mode de développement-là au Québec. Et c'est actif vraiment, comme je le disais, dans tous les secteurs, dont l'agroalimentaire, bien sûr, mais en culture. Tous les festivals au Québec, à peu près, sont des OBNL, donc de l'économie sociale. En habitation, les coops et les OSBL d'habitation sont répandus à peu près partout au Québec. En service à la personne, que ce soit en aide à domicile, les CPE, c'est de l'économie sociale. Bref, tous les jours, tout le monde au Québec transige une ou plusieurs fois avec des entreprises d'économie sociale sans les appeler comme ça parce que ce n'est pas toujours écrit au BNL ou coop sur la façade d'un commerce. Mais à peu près tous les jours, on transige avec des entreprises d'économie sociale. Et je dirais aussi sur un cycle de vie de la naissance à la mort. Il y a des centres de ressources périnatales qui existent. Il y a des CPE, le coopsco quand on est étudiant, les microbrasseries quand on est étudiant aussi. C'est très populaire. Et même jusqu'à la fin de nos jours, une coop funéraire, en fait, au Québec, on a d'immenses coops funéraires qui prennent en charge cette étape assez spécifique de la vie. Donc, de la naissance à la mort, on est, j'allais dire confronté, c'est pas très positif, on est en contact avec l'économie sociale. Et les chiffres ici, en fait, comme je le disais, peuvent être surprenants pour les gens qui avaient une idée très communautaire ou très lutte à la pauvreté de l'économie sociale, mais c'est un géant économique. Et on va donner quelques exemples aussi. Dans quelques minutes, je vais donner quelques exemples d'entreprises que les gens ne rattacheraient peut-être pas nécessairement au secteur de l'économie sociale, mais ça va donner une idée de l'ampleur des secteurs dans lesquels c'est actif. Les défis, en fait, sont ici. Il me semblait aussi que je les avais sautés. J'ai un peu de misère avec cette manette-là. Excusez-moi. On peut le pitonner. Parce que le bouton, on dirait qu'il en fait deux des fois. Bon, je vais commencer avec celle-là. Les défis. Quand on veut faire la promotion d'un secteur comme l'économie sociale, il faut d'abord savoir c'est quoi. Il y a le gouvernement en ce moment qui est en train de faire un portrait statistique de l'économie sociale, c'est-à-dire qu'il va vraiment faire des échantillonnages précis pour en évaluer la taille précise, le nombre d'emplois, des données genrées aussi, savoir combien de femmes travaillent, combien d'hommes travaillent là-dedans, aussi combien de femmes sont à la direction, combien d'hommes sont à leur direction, parce que je pense que c'est un secteur de l'économie qui parfois est un miroir de l'économie en général et d'autres fois vraiment des spécificités. Et si on veut promouvoir quelque chose, il faut vraiment avoir des chiffres clairs. Et le portrait statistique qui est dans le plan d'action gouvernemental du ministère de l'Économie va être très utile pour ce faire. Les définitions et les terminologies, ça, c'est le principal défi, je dirais. Comme je vous disais tout à l'heure, quand on dit économie sociale, les gens s'attardent plus sur le mot social que le mot économie. Et pourtant, c'est un géant économique, comme on l'a vu. Et il y a aussi l'utilisation des mots qui diffèrent d'un secteur à l'autre, donc de l'économie sociale au secteur privé traditionnel. C'est-à-dire que il y a beaucoup de stéréotypes ou de préjugés rattachés à l'économie sociale que ce serait un secteur de subventionné. Je suis sûr que ça a déjà été présent à vos esprits, vous avez déjà entendu ça. Alors que si on fait la comparaison des subventions, le secteur privé, bon an, mal an, reçoit immensément plus de subventions que le secteur d'économie sociale. Et c'est normal que le gouvernement aide les entreprises à se développer, à prendre l'expansion. Donc, c'est normal que le gouvernement en donne aux deux secteurs, mais ce qui n'est pas normal, c'est qu'on pense que l'économie sociale, c'est un secteur de subventionnés qui ne survivrait pas autrement, alors que c'est plutôt l'inverse. Le privé reçoit plus de subventions et par un multiple assez phénoménal. La simple aide à Bombardier récente vaut à peu près l'histoire de l'économie sociale dans 2 systèmes solaires. Les tailles aussi, la perception de la taille des entreprises d'économie sociale. On a souvent l'impression qu'il y a 2 géants, Desjardins et la Fédérée, et que tout le reste, c'est des petites entreprises de 3-4 employés. Ça, c'est un préjugé vraiment à l'inverse de la réalité. En fait, si on fait la proportion des entreprises de 100, 200, 300 employés,
proportionnellement, les coopératives sont plus grandes que les entreprises privées. Donc, la taille des entreprises d'économie sociale, en moyenne, est plus grande que les entreprises privées. Ceci dit, il y a aussi un miroir de l'économie privée, c'est-à-dire qu'il y a quelques grands fleurons, grands géants que tout le monde connaît au Québec. Et ensuite, c'est surtout des PME de 5-10 employés, comme dans le secteur privé. Donc, ce n'est pas du tout une économie qui est plus petite ou moins productive ou moins bonne que le secteur privé. Ce n'est basé que sur la forme juridique, comme je le disais tantôt. Donc, coopérative et OBNL, ce qui n'empêche pas de devenir très grand si on le veut. Ceci dit, naturellement, dans les projets d'économie sociale, ce n'est pas souvent l'objectif d'exporter dans 42 pays dans un an. Souvent, c'est issu d'un besoin d'une collectivité. Et quand le besoin est couvert, la collectivité est heureuse et l'objectif, c'est de faire en sorte que le service soit de qualité et continue à être prodigué. Et non de tout le temps croître, comme c'est le cas souvent dans le modèle privé où le prix de l'action doit augmenter pour donner du rendement aux actionnaires. Je veux souligner quelque chose ici. Moi-même, je viens du secteur privé. L'objectif d'économie sociale, ce n'est pas du tout de déplacer le secteur privé ou de transformer toutes les entreprises Inc. en coopératives ou en OBNL. Ce n'est pas du tout ça l'objectif. C'est beaucoup plus un objectif d'équilibre. C'est-à-dire que les 3 piliers qu'on a vus au début, au Québec, le pilier collectif est déjà pas mal développé par rapport aux autres pays du monde, mais il y a encore beaucoup de place à prendre pour que ce pilier-là occupe toute la place qu'il peut prendre. Et en termes de secteur aussi, je le disais, souvent les gens vont penser que l'économie sociale, c'est rattaché surtout au secteur qu'on appelle communautaire, donc service à la personne. S'il y a un volet marchand, ça en fait partie, comme je le disais tantôt, mais quand on regarde les statistiques, en fait, c'est une petite partie de l'économie sociale qui est dans le communautaire. Et il y a beaucoup d'organismes communautaires qui ne sont pas de l'économie sociale parce qu'ils n'ont aucun volet marchand, ne vendent aucun bien ou service et sont, par exemple, complètement dédiés à un service public. Donc, un contrat de service du gouvernement, par exemple. Le soutien public, j'en ai parlé tantôt, la subvention, là où les mots sont importants. Par exemple, si un OBNL reçoit de l'argent gouvernemental pour prodiguer un service donné, souvent les gens vont continuer à appeler ça une subvention, alors que c'est un achat de service. Si le gouvernement ne l'achetait pas là, il devrait aller ailleurs pour bénéficier de ce service-là. La comparaison dans le secteur privé, celui qui a fait l'asphalte devant ici, il n'a pas appelé ça une subvention, il a appelé ça un contrat. C'est néanmoins de l'argent public qu'il a reçu pour donner un service au gouvernement ou à une municipalité. Donc, le jour où on appellera les mêmes choses dans les deux secteurs, donc un contrat, ce qui est un contrat, et une subvention, ce qui est une subvention, il y a beaucoup de stéréotypes qui vont tomber. Parce que, comme je le disais tantôt, l'économie privée est beaucoup plus subventionnée que l'économie sociale en général. Ah oui? Pas tout de suite. L'omniprésence du modèle privé. Ce que je veux dire ici, c'est que, j'ai fait allusion à ça un petit peu au début, quand on se demande qui va régler un problème ou qui va développer un projet, parce que l'économie sociale, c'est pas juste pour régler ce qui va mal, c'est aussi pour créer quelque chose de beau à partir de zéro. Donc, on a souvent le réflexe de se dire gouvernement ou privé, et on n'a pas encore le réflexe d'inclure là-dedans comme option le secteur collectif. Est-ce que la communauté elle-même pourrait se regrouper en coop ou en OBNL et faire en sorte de mener à terme ce projet-là? De plus en plus, c'est un réflexe qui est présent à l'esprit des jeunes. La nouvelle génération, moi, j'ai immensément d'espoir dans cette génération-là. On l'a dit souvent, très centrée sur son iPhone et un peu ombilical, centrée sur son nombril. Pourtant, les jeunes qui sortent des écoles de business et d'économie partout au Québec que je rencontre depuis que je suis au chantier ont une pensée collective beaucoup plus développée que ma génération ou celle qui nous précède, je pense. Et un exemple de ça, c'est que quand je suis sorti, moi, de l'école de finance et d'économie, la façon de redistribuer la richesse, l'équité, en fait, la façon d'être équitable et de redonner sa collectivité, c'était d'abord d'être millionnaire et ensuite d'être philanthrope. C'était à peu près ça, le modèle de redistribution. Les jeunes qui sortent de l'école ont déjà en tête de partir une coopérative ou un OBNL, et ça, c'est un changement générationnel qui est très important, je pense, pour la suite des choses. Et je vais donner des exemples d'entreprises tantôt qui on n'aurait pas pu voir ça il y a 10 ans à peine, et maintenant, les jeunes ont eu le réflexe de se partir en coopérative ou en OBNL. Dans le potentiel de l'économie sociale, qui est absolument illimité, comme je le disais, ce n'est pas la forme juridique qui limite le potentiel, c'est l'imagination plutôt, ou l'inventivité des entrepreneurs eux-mêmes. Dans le potentiel, c'est qu'il y a un potentiel de contribuer à une transformation du modèle de développement. Le Québec n'y échappe pas. Partout dans le monde, il y a 2 grands problèmes. Il y a le problème des inégalités de richesse, qui est devenu absolument inacceptable. Ceux qui suivent les statistiques et des économistes ici, là, le 1 depuis 2 ans possède officiellement plus que le 99 sur la planète. Donc ça, c'est un problème qui est absolument non durable. En fait, on ne peut pas avoir une situation comme ça qui perdure. D'autres chiffres encore plus effarants. L'an dernier, les 67 individus les plus riches dans le monde possédaient autant que la moitié de l'humanité, c'est-à-dire 3,5 milliards de personnes. Et l'an dernier, ça a été mis à jour, c'est 8 personnes.
Donc, les 8 personnes les plus riches sur la planète, les noms qu'on connaît, les Gates, Buffett, etc., Carlos Slim, possèdent à eux 8 autant que la moitié de l'humanité. Il n'y a aucune justification pour un modèle qui mène à des iniquités comme ça. Et il y a des économistes dans la salle. Là. Moi, j'ai été 8-9 ans en économie. On m'a toujours enseigné le modèle d'équilibre général. J'ai vu des mains. Les jeunes ici, c'est des économistes en devenir, non? Oui. On m'a toujours enseigné le modèle néolibéral. En fait, empiriquement, on voit très bien que ça ne fonctionne pas. Et quand on parle d'un marché libre, l'économie actuelle est tout sauf libre. Il y a des institutions qui protègent ceux qui sont en haut et qui empêchent un peu les petits de concurrencer. Donc, quand on parle d'un marché libre et que ce serait une conclusion naturelle d'un marché libre, ces inéquités de richesse-là, c'est absolument pas fondé de penser comme ça. Et l'économie sociale, en fait, est une réponse naturelle à ces déséquilibres-là parce que, comme je le disais tantôt, les OBNL et les coopératives, quand elles font des profits, et quand on parle de 40 milliards de chiffre d'affaires, il y a beaucoup de profits là-dedans, les profits doivent être réinvestis dans la mission de l'entreprise. Donc, c'est de facto collectivement réparti, plutôt que de se concentrer dans quelques poches, comme c'est souvent le cas sur le plan des actionnaires. Et aussi, mesures d'impact social et environnemental. Ce que ça veut dire, ça, c'est que le jour où on va avoir de meilleures mesures de ce qu'un projet implique vraiment sur tous les plans, pas simplement la colonne économique, mais la colonne sociale et environnementale aussi, en fait, les 3 piliers du développement durable. Ce jour-là, je pense que tous les projets vont être vus vraiment différemment. Les appels d'offres vont être transformés complètement. Parce qu'au lieu d'aller au plus bas soumissionnaire, on va aller au projet qui a le meilleur bilan, le meilleur impact sur les 3 plans, économique, social et environnemental. Et par exemple, un appel d'offres qui mène un projet le moins cher, mais qui a des conséquences qui vont coûter 5 milliards au système public dans 3 ans ou dans 10 ans. Le jour où on pourra mieux capter tout ça, les entreprises collectives comme les coop et les OBNL vont être beaucoup plus concurrentielles dans les appels d'offres qu'elles ne sont en ce moment. Parce qu'en ce moment, on peut voir des phénomènes, par exemple, une entreprise privée qui utilise les profits d'une autre division pour baisser le prix sur un appel d'offres, donc faire une sorte de dumping, en fait, pour éliminer la concurrence et ensuite augmenter le prix quand elle se retrouve toute seule. C'est une stratégie qui est de bonne guerre, mais le jour où les appels d'offres vont inclure aussi les conditions de travail, l'impact social d'un projet sur une communauté donnée et l'impact environnemental, quand tout ça se sera inclus avec des paramètres précis, je pense que les appels d'offres vont être beaucoup transformés. Les entreprises d'économie sociale vont prendre encore plus de place. Je parlais des 2 enjeux majeurs. J'ai fait allusion à ça il y a quelques secondes. Les inégalités. Au Québec, on est moins touché un peu grâce à la présence de l'économie sociale. Donc, les inégalités de richesse, nous affectent aussi ici, mais beaucoup moins que dans d'autres pays du monde. Et ceux qui pensent que c'est une situation qui peut perdurer, que quelques individus possèdent autant que tout le reste du peuple, ou beaucoup plus que tout le reste de leur population, ceux qui aiment l'histoire ici, peut-être, en 1789, en France, le 1 n'a pas eu une belle année du tout. Donc, il ne faudrait pas en arriver à des situations comme ça ailleurs dans le monde. Et en fait, il y a eu des coupures à cette époque-là, mais ce n'était pas les mêmes genres de coupures qu'aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a aucune classe du 1 qui voudrait revivre ça, mais il faut voir à ce problème-là le plus vite possible. Les entreprises coopératives et OBNL, je pense, contribuent grandement à réduire ces inégalités-là. Ouais. Quelques exemples ici. Il y en a dans beaucoup de secteurs. Technopole Angus, c'est un OBNL immobilier à Montréal qui développe plusieurs sites, dont, entre autres, le Diamant de Robert-Lepage à Québec, mais aussi le Technopole Angus lui-même, les shops Angus à Montréal, les anciennes shops Angus, ceux qui sont déjà allés là. Sur Saint-Laurent aussi, plusieurs projets d'Angus qui se développent. Le Grand Costumier, ça a été très médiatisé. C'est l'entreprise qui était auparavant au sein de Radio-Canada. Quand ça a été menacé de fermer, la communauté s'est regroupée pour préserver ça parce que le milieu culturel utilise beaucoup les costumes qui viennent de là. C'est une des plus grandes collections au monde, en fait. Coop Carbone Solon, c'est dans le milieu environnemental. Ils font des ruelles géothermiques à Montréal. Ils font aussi un échange de crédits carbone. Donc, je ne vais pas les passer un par un, mais il y en a beaucoup ici. Vous voyez, les CPE, c'est un des fleurons de l'économie sociale, évidemment, et c'est une grande innovation sociale. L'innovation, ce n'est pas toujours que technologique. Il y a de l'innovation sociale qui se fait, qui vaut par la suite des milliards de dollars pour une collectivité. Les CPE en sont un excellent exemple. Les entreprises d'aide à domicile aussi, en bas à droite, en sont un autre excellent exemple. Dans certaines régions du Québec, c'est le plus grand employeur du coin. Donc, des gens qui se sont mis en OBNL ou en coop pour aller donner des services à domicile à des personnes âgées ou autres. Mais il y a des milliers de personnes qui travaillent dans ce domaine-là au Québec. Dans le domaine de l'hôtellerie, il y en a aussi. La TOU, dans le domaine de la culture, je vous le disais, la TOU participe à faire de Montréal une des plaques tectoniques, en fait, du cirque sur la planète. Le Cirque du Soleil n'est pas loin, évidemment. Donc, le Zoo Granby, la Guilde, c'est un très bon exemple, ça, de ce que je vous disais qui ne se serait pas vu il y a 10 ans.
La Guilde, c'est des programmeurs de jeux vidéo, donc dans haute technologie, réalité virtuelle dans certains cas, qui se sont dit que s'ils se regroupaient en coopérative, ils pourraient se donner de meilleurs services. Donc, c'est une mutualisation des services, comme par exemple des assurances collectives ou des fonds de pension, des contributions à un fonds de pension. Et il y a quelques années à peine, je pense que tout le monde aurait foncé dans son coin pour avoir le pactole. Et ces jeunes-là se sont regroupés en coopérative. Et c'est la plus grande coopérative au monde en jeux vidéo. Donc, c'est vraiment un autre exemple de pourquoi le Québec est un leader. Et dans le domaine agroalimentaire, j'en ai mis quelques-uns. Là, il recule. Bon. Il y en a ici de tous les secteurs. Donc, il y a certaines fermes biologiques là-dedans. Il y a des plateaux de transformation alimentaire. Il y a aussi des entreprises d'insertion là-dedans, des insertions socio-professionnelles, c'est-à-dire que des personnes qui veulent réintégrer le marché du travail vont passer des périodes typiquement de 6 mois dans une entreprise pour je dirais, reprendre des réflexes de savoir-être et de comment, simplement, comment travailler en général. Et ça, c'est pas que des personnes handicapées ou des personnes qui sortent de prison. Il y a bien des gens tout à fait hors de la prison ou loin de quelque handicap que ce soit, qui passent par des entreprises d'insertion pour se préparer au marché du travail. Donc, ça fait œuvre utile sur tous les plans, ce genre d'entreprise-là. Et il y a des entreprises qui font aussi de la recherche et du développement en agroalimentaire. C'est très important pour la suite des choses. J'étais en Jamésie la semaine dernière pour le chantier. On a visité une entreprise qui s'appelle Faune en Or, qui fait non seulement le développement de produits reliés aux champignons ou à l'épinette dans ce coin-là, qui est partout, mais aussi de la recherche et développement dans certains impacts ou certaines propriétés de ces produits-là. Donc, c'est des entreprises qui sont actives dans tous les domaines, comme on le disait dès le début. Les marchés publics aussi, souvent, sont des coops ou des OBNL. Il y en a partout et vous êtes évidemment au premier plan touchés par tout ce qui est agroalimentaire de ce genre-là. Les microbrasseries dont je parlais tantôt aussi, il y en a plusieurs qui sont montées en coopérative. Donc, dans le domaine agroalimentaire, comme dans tous les autres secteurs, n'importe quel projet pourrait être mené sous forme coopérative ou OBNL. Par exemple, il y a aussi en ce moment une mode à l'économie de partage, l'économie collaborative. Il y a beaucoup de confusion à savoir est-ce que c'est de l'économie sociale. La réponse est simple, c'est de l'économie sociale si c'est une coopérative ou un OBNL. C'est aussi simple que ça. Donc, par exemple, Théo Taxi, ce n'est pas de l'économie sociale. Si ça avait été fait en coopérative, ça aurait été de l'économie sociale parce qu'il y a un volet marchand puis ça aurait été une entreprise collective. Donc, c'est vraiment la forme juridique qui détermine si c'est de l'économie sociale et non le secteur d'activité. Je suis passé un peu vite pour pouvoir prendre des questions parce que je sais qu'on a un petit peu moins de temps, mais j'aimerais vraiment avoir des questions. La mission du chantier dans tout ça, c'est de faire la promotion et le soutien à tout ce qui est entrepreneuriat collectif. Et à travers le temps, le chantier a créé des outils qui permettent de développer l'économie sociale, des outils qui manquaient et qui ralentissaient peut-être le développement. Et typiquement, c'était le financement qui ralentissait parce que pour une banque, c'était plus naturel de financer un Inc. qu'une coop ou un OBNL. Le chantier a répondu en partie à ce problème-là en créant la fiducie du chantier et le réseau d'investissement social que quelques-uns ici connaissaient peut-être. Et on est aussi très impliqué dans la construction ou la co-construction de politiques publiques. Donc, le chantier, ce n'est pas un organisme politique au sens partisan, mais c'est un organisme qui est éminemment politique au sens de politique publique. C'est-à-dire qu'on parle très régulièrement à divers ministères pour s'assurer que l'économie sociale, l'entrepreneuriat collectif, soit bien couvert par les programmes existants. Et par exemple, il y a une loi en économie sociale, comme j'ai dit tantôt, mais aussi lors du récent budget, on a vu des mesures très intéressantes en agroalimentaire, entre autres le fait de favoriser l'agriculture novatrice sous forme, par exemple, de serres au nord du 49e parallèle, de serres sous forme coopérative, etc. Donc, de plus en plus, les gouvernements et même le secteur privé s'ouvrent au potentiel de ce mode de développement-là et surtout sur les bienfaits de redistribuer la richesse qui est créée de façon plus collective. Certains des outils que le chantier a créés, comme je le disais, le RISC, le Réseau d'investissement social du Québec et la fiducie font des prêts qui peuvent dépasser le $1 million avec un congé de capital de 15 ans quand quelqu'un a un projet pour lequel il a besoin d'un petit peu d'air au début. Donc, 15 ans sans rembourser le capital, c'est du vrai capital de risque patient. Et je vous dirais même que les taux de perte sur ces deux fonds-là sont beaucoup, beaucoup plus bas que dans le secteur privé. C'est du capital de risque et on parle d'un taux de succès d'à peu près 85 %. On ne voit jamais ça au privé, c'est plus de l'ordre de 20-30 % de taux de succès au privé. Et il y a une raison fort logique pour laquelle les entreprises d'économie sociale, il y avait un chiffre tantôt sur lequel je ne me suis pas attardé, mais après 10 ans, le taux de survie des entreprises collectives est le double des entreprises privées. Il y a une raison pour ça, c'est que quand les choses vont mal, comme le projet vient de la collectivité ou de membres ou de gens qui ont des intérêts communs, ils se serrent les coudes pour passer à travers la crise plutôt que de tirer la plug pour sauver le bilan. Et ça change tout en 2008, par exemple. Quand on dit que le Québec a mieux traversé la crise que partout ailleurs au monde,
le fait qu'on ait une très forte proportion d'entreprises collectives a grandement contribué à ça. Parce que, comme je le disais, c'est des entreprises auxquelles les gens tiennent et ils vont faire en sorte de traverser la crise. Et c'est aussi des entreprises qui ne sont pas délocalisables. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais un OBNL déménager au Honduras pour avoir 0,5 de plus de rendement parce que les salaires sont plus bas. Parce que la mission de l'OBNL, ce n'est pas de plaire à l'actionnaire, c'est de prodiguer un service à sa collectivité. Et de ce fait, n'a aucun intérêt à regarder ailleurs dans le monde où les salaires sont à 20 $ la semaine pour faire augmenter le prix de l'action. Donc, c'est des emplois qui, une fois installés, non seulement survivent plus longtemps, comme je viens de le mentionner, du simple au double sur 10 ans, mais en plus, ne sont pas délocalisables et vont contribuer à garder une région, que ce soit un quartier d'une ville ou un petit village, vivant plus longtemps. Donc, c'est un bon outil aussi contre la dévitalisation de certaines régions du Québec que d'instaurer des OBNL et des coopératives. Donc, tous ces outils-là, pour le bénéfice des questions, je vais les passer vite, mais juste mentionner peut-être celui-là. En septembre dernier, s'est tenue à Montréal la plus grande conférence jamais tenue, en fait, en entrepreneuriat collectif, en économie sociale. Et ce n'est pas étranger au fait qu'on soit un leader mondial, que ça se soit tenu ici. Il y avait des représentants de plus de 330 villes dans le monde qui sont venus parler de comment l'économie sociale peut aider à développer les collectivités et à les garder vivantes surtout. Bon, là, je recule encore. Bon, pour l'agriculture, l'agroalimentaire en général, en fait, il y a des valeurs qui sont vraiment parfaitement parallèle et en phase avec l'économie sociale, non seulement l'ancrage territorial qui est très important. L'économie sociale, c'est partout au Québec, évidemment, et comme je vous disais tantôt, ce n'est pas délocalisable. Donc, ça permet à des communautés de rester bien vivantes. Et il y a un aspect ancrage territorial qui est très, très près de l'agroalimentaire là-dedans. De plus en plus, la clientèle veut aussi des produits, et vous le savez mieux que moi sans doute, veut savoir d'où viennent leurs produits. La notion de circuit court, de production locale ou production à proximité, c'est très, très relié, ça aussi, à l'économie sociale, dont l'objectif n'est pas de dominer la planète, comme je le disais, mais de répondre aux besoins d'une collectivité donnée, donc souvent plus dans une région ou une localité donnée. Le développement durable est une petite sœur, en fait, ou une cousine très rapprochée de l'économie sociale parce que les collectivités qui démarrent un projet sous forme collective, coopérative OBNL, n'ont aucun intérêt à polluer leur environnement puisqu'elles vivent dedans. Contrairement à des grands conglomérats internationaux qui peuvent aller extraire les ressources d'un site, en partir 10 ans plus tard et ne plus jamais revoir ce site-là, ça incite moins à faire attention au site, alors que quand les gens vivent dans la collectivité, il y a un effort qui est conscient de préserver cet environnement-là. Et d'ailleurs, la seule femme à avoir gagné le prix Nobel de l'économie dans l'histoire de cet illustre prix s'appelle Elinor Ostrom, et une partie de ses travaux a prouvé que la meilleure gestion des ressources naturelles, incluant l'agriculture et la foresterie, par exemple, au Québec, qui est très forte, la meilleure façon de le faire, c'est par des projets collectifs locaux et non pas par un gouvernement centralisateur ou par un conglomérat international qui ne vise que le profit. Donc, il y a un lien direct entre développement durable, ressources naturelles et économie sociale. Et aussi, solution à la relève, dans votre secteur, comme dans tous les secteurs au Québec, il va y avoir un grand défi de relève au cours des prochaines années. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais on y est là. Et le fait de voir des employés reprendre sous forme coopérative une entreprise qui était peut-être auparavant privée, ça répond à deux besoins. Premièrement, ça préserve des emplois qui auraient peut-être disparu s'il n'y avait pas eu de relève. Et deuxièmement, ça crée une relève organique pour la suite des choses. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à trouver une personne qui remplace une personne tous les 40 ans, on a un groupe d'employés qui détiennent en fait l'entreprise et qui la gèrent de façon collective. Et donc, ça devient organique un peu comme relève. Et on a ce problème-là de régler aussi là-dedans. Et un projet qui m'est très cher, en fait, il y a quelques années, quelques décennies peut-être au Québec, la proportion des aliments qu'on consommait qui venaient d'ici était beaucoup plus élevée qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la souveraineté ou la sécurité alimentaire. Et de plus en plus, il y a des projets qui démarrent au Québec sous forme collective et autres, sous forme privée aussi, pour faire remonter cette proportion-là d'aliments qu'on produit ici, chez nous, parce qu'on a la capacité d'être autonome sur le plan alimentaire ou à peu près. Donc, ça, c'est très, très proche aussi des valeurs de l'économie sociale pour éviter qu'on ait, par exemple, à importer quelque chose qu'on pourrait faire ici, l'importer sur 10 000 km et que ça mûrisse en s'en venant. Ce n'est pas exactement la même qualité, premièrement, et ce n'est pas non plus le même impact sur l'environnement, ça, c'est clair. Donc, l'économie sociale et l'agroalimentaire, là-dessus aussi, sont deux alliés tout à fait naturels. Ça va vraiment pas bien, cette chose. Je finis avec ça. Pour vous indiquer, en fait, ça, c'est juste une image du déséquilibre dans les richesses, en fait. Donc, le petit carré en bas, le tout petit carré, c'est ce que possèdent les personnes du 99 %. Et l'accumulation de gros carrés, c'est ce que possèdent les personnes du 1 %.
Donc, c'est absolument intenable. Et il y a certains économistes, et là, je m'adresse à ceux qui ont levé la main tantôt, certains économistes qui persistent à croire que l'économie de marché, si on dit à tout le monde, pensez juste à votre nombril et le collectif va être amplifié, parce que c'est un peu ça le sous-jacent au modèle économique néolibéral, c'est que si tout le monde maximise son propre bien-être, on atteint un optimal collectif. Sur papier, mathématiquement, ça se démontre par des preuves, c'est très élégant, c'est magnifique, mais les hypothèses de base qu'on doit faire pour démontrer ces modèles-là ne tiennent pas la route. Par exemple, qui ici peut me donner son taux intertemporel de substitution technique? Parce que selon les hypothèses, on connaît tous ça parce qu'on est purement rationnel, puis on calcule tout ce qu'on fait. Puis... Donc, c'est beau sur papier, mais dans la vie, ça n'existe pas. Et les économistes qui continuent à dire que c'est une conséquence naturelle à un modèle économique libre que ces inégalités-là, s'ils veulent vraiment faire un test de nature, je les incite à aller dans le bois un jour, avec autant de nourriture que 99 autres personnes à côté, et voir combien de secondes ça durerait. Que la nature laisse un individu posséder plus que 99 à côté. Il n'y a rien de naturel là-dedans. Comme je le disais tantôt, c'est des institutions qui ont créé ça. Et quand je parlais d'une transformation du modèle de développement tantôt, plus il y aura d'entreprises collectives, plus ces inégalités-là vont être réduites de facto par la forme juridique des entreprises qui doivent réinvestir dans leurs propres services les profits et non les concentrer dans les poches de quelques actionnaires. Donc, je trouvais que cette image-là était assez éloquente, en fait, pour exprimer cette inégalité-là. Et l'économie sociale contribue beaucoup à réduire ça. Et comme je le disais tantôt, l'agroalimentaire est un secteur naturel pour développer... en fait, l'économie sociale est une façon naturelle de développer l'agroalimentaire. Et j'espère avoir des questions. Et... Merci. La slide la plus importante. Si vous voulez aussi appuyer ce mouvement-là, c'est très simple. Sur le site du chantier, vous pouvez devenir membre, votre entreprise ou même personnellement. Ça coûte à peu près rien. Et ça fait en sorte que vous apparteniez à ce mouvement-là de transformation du modèle économique, comme je l'ai fait moi-même, en fait. Moi, je suis passé, 2-3 secondes, j'ai fini après. Je suis passé de la finance la plus finance à Londres, en Angleterre, au chantier d'économie sociale. Ça a surpris certains collègues qui se demandaient vraiment c'était quoi comme move de carrière. Je peux vous dire tout de suite que ce n'était pas un choix salarial. C'était beaucoup plus un choix basé sur des valeurs et sur la capacité de ce mouvement-là de transformer l'économie partout dans le monde. Et au Québec, on est des leaders, comme je le disais. Donc, il y a une fierté de plus de se dire que je suis dans un mouvement qui est leader mondial ici au Québec. Mais je suis convaincu que la nouvelle génération dont je parlais tantôt va être celle qui va transformer ce modèle-là. Entre autres, va être celle qui va s'occuper de l'environnement beaucoup mieux qu'on le fait avant aussi. Puis va être celle qui va peut-être mener aussi à de grands changements politiques au Québec. Mais ça, on pourra en reparler une autre fois. Merci.